Mon nom est Eliane, j'ai 68 ans. Cela faisait 5 ans. 5 ans que j'étais exclue de toutes les réunions de famille. Puis mon fils Thomas a exigé que je vende ma maison. Il voulait 250 000 € pour payer les dettes de ma belle-fille Magali. Quand j'ai refusé, ils sont revenus avec des masses. Ils ont tout détruit. Ils ont causé 60 000 € de dégâts, jusqu'à ce qu'ils découvrent que j'avais déménagé des mois auparavant. C'est à ce moment-là que 8 gendarmes sont arrivés. Suivez mon histoire jusqu'au bout. Je m'appelle Eliane, et pendant 5 ans, j'ai été un fantôme dans ma propre famille. Cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. L'exclusion a été progressive, si subtile que pendant des mois je me suis convaincue que j'imaginais des choses. Cela a commencé par de petits changements. Thomas appelait moins souvent. Quand il le faisait, nos conversations semblaient précipitées, distraites. Puis sont venues les excuses pour les rassemblements familiaux. La première fois que je n'ai pas été invitée pour le réveillon de Noël, Thomas a appelé 2 jours après pour s'excuser. « Maman, il n'y avait juste pas assez de place chez les parents de Magali. Tu comprends, n'est-ce pas, l'année prochaine, c'est promis. Je l'ai cru. J'ai passé ce Noël seul, à réchauffer un plat surgelé. Je me disais que l'année suivante serait différente. Mais elle ne l'a pas été. C'était pire. Pâques est arrivé, sans invitation. J'ai découvert la fête de famille en appelant Thomas le dimanche matin. J'entendais les enfants rire à l'arrière-plan, le bruit du papier cadeau qu'on déchire. Mes propres petits-enfants Chloé et le petit Léo, des voix que je reconnaissais à peine. « Oh maman !» dit Thomas, la voix tendue. « Je suis désolée. On fait juste un petit truc ici, très intime. Tu sais comment Magali stresse quand il y a trop de monde. Trop de monde. Comme si moi, leur grand-mère, j'étais juste une invitée de plus à gérer. » J'ai raccroché. Je me suis assise dans mon salon vide. J'étais entourée de cadeaux emballés. Des cadeaux pour des petits-enfants que je n'avais pas le droit de voir. Le silence était assourdissant. J'avais passé ma vie à construire ce que je pensais être une famille aimante, pour découvrir que j'étais dispensable. Le schéma a continué. Chaque anniversaire, chaque fête. J'apprenais l'existence de ces réunions grâce aux publications que Magali partageait publiquement sur les réseaux sociaux. Des photos de mes petits-enfants soufflant leurs bougies, ouvrant leurs cadeaux. Sur chaque photo, il y avait une place vide. La place où j'aurais dû me tenir. Le pire n'était pas l'exclusion. C'était la cruauté désinvolte de la chose. Magali publiait ces photos, sachant très bien que je les verrais. Elle identifiait d'autres membres de la famille, des amis, même des voisins qui avaient été invités. Mais jamais moi. C'était comme si elle me montrait délibérément ma place dans la hiérarchie familiale nulle part. Je me souviens d'une publication qui a brisé quelque chose en moi. C'était la fête pour les 8 ans de Chloé, dans un parc. La photo montrait au moins 20 personnes. Des oncles, des tantes, des amis. Tout le monde riait, chantait « Joyeux anniversaire » à ma petite fille. Et moi, j'étais complètement absente. Madame Dubois, ma voisine, me l'a mentionné le lendemain. « Oh, Eliane, j'ai vu les photos de l'anniversaire de Chloé. Quelle belle fête! Je suis surprise de ne pas vous y avoir vu. » J'ai forcé un sourire, les joues brûlantes de honte. Oh, je ne me sentais pas bien ce jour-là. Ai-je menti? Je me détestais de protéger des gens qui ne se souciaient pas de moi. Les mensonges sont devenus plus faciles avec le temps. Quand on me posait des questions sur mes petits-enfants, j'inventais des visites qui n'avaient jamais eu lieu. C'était moins douloureux que d'admettre la vérité. Que mon propre fils m'avait effacé de sa vie. Le coup le plus cruel est venu lors de la fête des mères il y a 2 ans. J'avais espéré, j'avais prié que ce jour-là serait différent, que Thomas se souviendrait que j'existais,
que j'étais la femme qui l'avait élevé, qui s'était sacrifiée pour lui. La journée s'est écoulée dans un silence complet. Pas un appel, pas un texto, pas une carte. Rien. J'ai passé la journée à attendre près du téléphone. Le lendemain, Magali a publié un diaporama intitulé « Célébrons les mères incroyables de nos vies ». Il y avait des photos de sa propre mère recevant des fleurs. Des photos de ses sœurs. La légende disait « Reconnaissante pour toutes les merveilleuses figures maternelles qui façonnent nos vies ». Pas une seule mention de moi. C'était comme si je n'avais jamais existé. Comme si je n'avais jamais passé des nuits blanches à le veiller. Comme si je n'avais jamais fait des sacrifices pour payer ses études. Ce soir-là, j'ai regardé de vieux albums photos. Des photos de Thomas bébé, apprenant à faire du vélo, moi l'encourageant à ses matchs de foot. J'ai fermé l'album et j'ai pris une décision. J'ai arrêté d'attendre des invitations qui ne viendraient jamais. J'ai arrêté d'appeler pour tomber sur des messageries vocales. J'ai décidé de protéger ce qui me restait de dignité et de prendre mes distances avec une famille qui s'était déjà éloignée de moi. Mais prendre mes distances ne signifiait pas que j'avais cessé de souffrir. Ce que je ne savais pas, c'est que le pire était à venir. L'exclusion n'était qu'un début. Thomas et Magali avaient des plans bien plus importants pour moi. On a sonné à ma porte un mardi matin de mars. Insistant. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, Thomas et Magali étaient là. Leurs expressions n'étaient ni hostiles, ni aimantes. C'était le regard qu'on porte à une étrangère dont on a besoin. « Maman », dit Thomas sans me regarder dans les yeux. « Il faut qu'on parle. » Je me suis écartée pour les laisser rentrer. Mon cœur faisait ce stupide petit bond. Cette partie de moi qui espérait toujours qu'ils venaient de s'excuser. J'étais si naïve. Ils se sont installés dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. Magali s'est assise sur le bord de mon fauteuil préféré. Thomas faisait les 100 pas près de la fenêtre. Ce n'était pas une visite de courtoisie. « Maman, nous avons eu un problème », commença Thomas d'un ton professionnel. « Magali a des dettes. Elles doivent être réglées immédiatement. » J'ai regardé ma belle-fille. Elle fixait ses ongles manucurés. Son sac à main de luxe était posé bien en vue sur la table basse. Un sac qui coûtait probablement plus que mes courses de 3 mois. « Quel genre de dette ?» ai-je demandé, sentant l'angoisse monter. Thomas s'est retourné vers moi. « Carte de crédit prêt personnel. Le total s'élève à environ 250 000 €. C'est comme maman. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. 250 000 €. J'avais vécu toute ma vie avec frugalité. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. C'est beaucoup d'argent, Thomas, ai-je réussi à dire. Oui, c'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Mon aide, je les regardais confuse. Qu'est-ce que tu attends de moi, exactement? Magali a enfin levé les yeux. Ses yeux étaient rougis comme si elle avait pleuré, mais son maquillage était intact. « Eliane, j'ai fait des erreurs. De grosses erreurs. J'ai trop dépensé. Et maintenant, les créanciers menacent de tout prendre. Notre maison, l'entreprise de Thomas, tout. J'ai ressenti le réflexe d'une mère, celle qui a passé des décennies à réparer les problèmes de son fils. Avez-vous parlé à un conseiller financier? Peut-être un plan de paiement. On a tout essayé, m'interrompit Thomas. La seule solution est de tout rembourser. Nous avons besoin que tu vendes la maison et que tu nous donnes là l'argent. Les mots flottaient dans l'air. J'ai cru avoir mal entendu. Vendre la maison. Maman, tu n'as pas besoin de tout cet espace, dit Thomas en désignant le salon où il avait joué enfant. C'est beaucoup trop grand pour une personne seule. Tu pourrais aller dans une belle résidence pour seniors.
Quelque chose de plus approprié pour ton âge. La maison devrait couvrir les dettes de Magali, et il t'en resterait même un peu. Je l'ai dévisagé. J'essayais de retrouver une trace du petit garçon que j'avais élevé. Thomas, c'est ma maison. J'ai vécu ici pendant 34 ans. Ton père et toi avons acheté cette maison quand tu avais 2 ans. Philippe est mort dans la chambre à l'étage. Cette maison n'est qu'une maison. Intervint Magali, sa voix plus aiguë maintenant que les fausses larmes avaient séché. De toute façon, tu n'as personne à qui la laisser. La cruauté de cette déclaration m'a coupé le souffle, comme si mon propre fils et mes petits-enfants n'existaient pas. Thomas a lancé un regard d'avertissement à Magali, mais il ne l'a pas contredite. Ce silence en disait long. « Je ne comprends pas, » dis-je lentement. « Vous m'avez à peine parlé en 5 ans. Vous m'avez exclu de tout. Et maintenant, vous voulez que je vende ma maison pour résoudre vos problèmes financiers. La famille aide la famille, » dit Thomas, sa voix se durcissant. « C'est ce que tu m'as toujours appris, non que la famille passe avant tout. » L'ironie était stupéfiante. Et où était cette famille quand je passais les fêtes seule? Où était-elle quand je n'étais pas invitée à l'anniversaire de Chloé? Où était-elle quand tu ne m'as même pas appelée pour la fête des mères? Magali se leva brusquement. « Oh, s'il vous plaît, on dirait qu'on a tué quelqu'un. On avait juste besoin d'espace pour construire nos propres traditions. Vous êtes tellement dramatique. »« De l'espace, » répétai-je doucement. 5 ans d'espace. « Écoute, maman, » dit Thomas, sa patience s'épuisant. « On n'est pas venus ici pour remuer le passé. On est venus parce qu'on a besoin d'aide. Et franchement, tu es notre seule option. Et que se passera-t-il si je dis non? » Leurs visages ont changé. La mâchoire de Thomas s'est crispée. « Pourquoi dirais-tu non ?» demanda Thomas. « Sauf si tu veux voir tes petits-enfants à la rue. » Le voilà. Le chantage affectif, la menace, enveloppé dans l'inquiétude pour des enfants que je connaissais à peine. « Et puis, » ajouta Magali d'une voix faussement douce, « ce n'est pas comme si vous alliez vivre éternellement. De cette façon, vous pouvez aider votre famille, pendant que vous êtes encore en vie pour voir le bien que cela fait. » J'ai regardé ces 2 personnes. J'ai pensé aux années d'exclusion. J'ai pensé à mon mari Philippe, qui avait travaillé si dur pour payer cette maison, qui avait rêvé de vieillir ici avec moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je, finalement. Il n'y a pas de temps, rétorqua Thomas. Les créanciers veulent leur argent maintenant. Alors vous auriez dû y penser avant de dépenser de l'argent que vous n'aviez pas, répondis-je, sentant une colère monter. Le visage de Thomas s'assombrit. Tu sais quoi, maman? J'aurais dû savoir que tu serais égoïste. Tu as toujours été égoïste. Papa disait toujours... N'ose pas, dis-je, ma voix plus tranchante. N'ose pas mêler ton père à ça. Il aurait honte de ce que tu es devenu. Le silence fut tendu. Magali prit son sac. Thomas se tenait près de la porte, le visage rouge de rage. Non, on te donne 1 semaine pour y réfléchir, dit-il froidement. Mais ça va se faire, maman. D'une manière ou d'une autre. Ça va se faire. Ils sont partis en claquant la porte. Je me suis rendu compte que la famille pour laquelle j'avais tout donné était sur le point de détruire tout ce qui me restait. 3 semaines ont passé après l'ultimatum. 3 semaines de nuit blanche. Cette petite voix dans ma tête me disait que j'étais peut-être égoïste. Mais à chaque fois, je me souvenais des mots de Magali. De toute façon, tu n'as personne à qui la laisser. Ces gens ne m'aimaient pas. Ils me voyaient comme une ressource à exploiter.
J'avais un rendez-vous chez le médecin ce mardi matin-là, le docteur Lavigne. Un contrôle de routine. Le trajet a duré 45 minutes, le rendez-vous 1 heure. Quand je suis rentrée vers 14h30, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était entrebâillée. Je verrouille toujours ma porte. Toujours. Je suis restée dans ma voiture, le cœur battant. Peut-être avais-je oublié, peut-être le vent, mais au fond de moi, je savais. Je suis sortie lentement. En m'approchant, j'ai vu que le cadre de la porte était éclaté, près de la serrure. Quelqu'un était entré par effraction. J'aurais dû appeler le 17. Je suis restée dans ma voiture. Non, j'ai poussé la porte et je suis entrée. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Mon salon ressemblait à une zone de guerre. La table basse était renversée, son plateau de verre brisé en 1000 morceaux. Le canapé où je lisais le soir avait été lacéré. Sa mousse était éparpillée partout. La télévision était face contre terre, l'écran fissuré. Ce n'était pas un simple cambriolage. C'était une destruction méthodique. Une destruction destinée à envoyer un message. J'ai traversé la maison hébétée. Dans la cuisine, chaque assiette avait été jetée au sol. Le réfrigérateur avait été poussé. Les murs étaient marqués de trous, comme si on avait frappé avec quelque chose de lourd. Des masses, réalisais-je avec horreur. La salle à manger était pire. La table où j'avais servi tant de dîners de famille était fendue en 2. Le vaisselier de ma mère était détruit. Des générations de souvenirs, réduits en miettes. Le pire était dans le couloir. Chaque photo encadrée avait été arrachée des murs et systématiquement détruite. Des photos de Thomas bébé de son diplôme de son mariage, toutes en ruine. Mais c'est la photo de mon défunt mari Philippe qui m'a achevée. C'était notre dernière photo ensemble. Son visage me regardait à travers un verre brisé. Et j'avais l'impression de le perdre à nouveau. Je suis montée à l'étage. Les chambres avaient reçu le même traitement. Matelas lacéré, commode renversée. Dans ma propre chambre, la boîte à bijoux que Philippe m'avait offerte gisait en morceaux. Alors que je contemplais la dévastation, j'ai entendu des voix dehors. Ma voisine, Madame Dubois, parlait à un autre voisin. Il regardait ma maison. Je suis sortie. « Eliane ?» s'empressa Madame Dubois. « Qu'est-ce que ça va ?» Nous avons entendu un tel vacarme tout à l'heure. J'allais appeler la gendarmerie. « C'était à quelle heure ?» ai-je demandé. « Oh, vers 11h30 ce matin, » dit l'autre voisin. Il y avait plusieurs hommes, Satan, avec des masses. On pensait que vous faisiez des travaux de démolition. Mais ensuite on les a vus partir. Et la porte était... Il désigna ma porte cassée. « Pouvez-vous décrire les hommes ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Madame Dubois hocha la tête. « Eh bien, l'un d'eux ressemblait trait pour trait à votre Thomas, ma chère. Même taille, même démarche. En fait, j'allais lui faire un signe, mais il semblait si pressé. Mon fils, mon propre fils m'avait fait ça. » Je suis retournée à l'intérieur. Ils avaient visé des choses précises. Des choses qu'ils savaient me feraient du mal. Les photos de famille, la porcelaine de ma mère, le fauteuil préféré de Philippe, le piano. Oh mon Dieu, le piano! Je n'avais pas encore regardé dans le petit salon de musique. J'y suis allée la peur au ventre. Mon magnifique piano à queue n'était plus qu'une épave tordue de bois et de cordes. Son couvercle était enfoncé. Ses touches éparpillées comme des dents cassées. C'était le cadeau de Philippe pour la naissance de Thomas. J'avais appris à Thomas ses premières notes sur ses touches. Et il l'avait détruit. Sur le piano en ruine, il y avait une enveloppe. Mon nom était écrit dessus de l'écriture familière de Thomas. D'une main tremblante, je l'ai ouverte. « Maman, maintenant tu n'as plus le choix.
Vends ce qu'il reste, ou tu perdras tout le reste aussi. Les 250 000 € ne sont plus une demande. C'est une dette que tu as, pour avoir été une mère si égoïste. Tu as 72 heures. Ne pense même pas à appeler la police. Ce sera ta parole contre la nôtre. Qui croira une vieille femme aigrie, plutôt que sa famille aimante Thomas. Je me suis assise sur le banc du piano. La cruauté était à couper le souffle. Non seulement il avait détruit ma maison, mais il avait l'audace de me traiter d'égoïste, de me reprocher de l'avoir forcé à cette violence. J'ai regardé autour de moi. 60 000 € de dégâts au moins. J'aurais dû être dévastée, j'aurais dû pleurer. Mais alors que j'étais assise dans les ruines de ma vie, je me suis mise à rire. Pas un rire amer, mais le rire tranquille de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il détient toutes les cartes et que ses adversaires ne savent même pas que la partie est truquée. Thomas pensait qu'il m'avait brisée. Il pensait que je n'aurais pas d'autre choix que de céder. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déménagé 3 mois plus tôt. Tout ce qu'ils avaient détruit, tout ce qu'ils pensaient qui me ferait du mal, n'était que du matériel que j'avais laissé derrière moi. Je l'avais laissé pour eux. Les vrais trésors, les bijoux de famille, les documents importants, les photos originales. Tout était en sécurité dans mon nouvel appartement en ville. J'ai sorti mon téléphone les mains stables. J'ai composé le 17. Quand l'opérateur a répondu, ma voix était calme. « Bonjour, je voudrais signaler une effraction et un vandalisme. Plusieurs hommes ont détruit ma maison ce matin. Oui, je peux les identifier. L'un d'eux était mon fils. En attendant la gendarmerie, j'ai marché dans la maison. Ce n'était plus ma maison dévastée. C'était une scène de crime. C'était la preuve de ce dont Thomas et Magali étaient capables. Et je m'étais préparée à ce moment depuis bien plus longtemps qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, je dois vous ramener 6 mois en arrière. C'était une soirée de septembre. J'étais allée chez Thomas et tate Magali pour déposer un cadeau d'anniversaire pour Chloé. Même si je savais que je ne serais pas invitée, je ne pouvais pas laisser passer ce jour. J'entendais des voix dans le jardin. Je me suis approchée de la clôture et j'ai entendu mon nom. « La vieille lapque devient têtue », disait Magali. Elle est assise sur cette maison comme si c'était un sanctuaire. Tu sais ce que vaut cette propriété. Au moins 700 000 €, peut-être plus. Je sais, répondit Thomas irrité. Mais elle ne vendra pas volontairement. Elle est trop attachée. Alors il faut la détacher, dit une troisième voix. Un homme que je ne connaissais pas. Il y a des moyens de motiver les personnes âgées à prendre des décisions sensées. Mon cœur s'est mis à battre. Il parlait de moi comme d'un problème à résoudre. « Que suggérez-vous, Mercier ?» demanda Magali. « Je suggère, » continua cet homme, « que parfois les gens ont besoin d'aide pour voir que leur situation n'est pas durable. Peut-être qu'elle commence à avoir des problèmes avec la maison. Peut-être qu'elle commence à se sentir en danger. Seule. C'est vague, dit Thomas. Mais il n'avait pas l'air désapprobateur. Il avait l'air intéressé. Elle n'est pas éternelle, dit Thomas dans un rire qui me glaça le sang. Quand elle ne sera plus là, tout me reviendra de toute façon. Ça ne ferait qu'accélérer les choses. Et tes dettes, Magali ? Demanda Mercier. Combien de temps avant que les créanciers ne deviennent sérieux ? Pas beaucoup, admit-elle. Peut-être 6 mois. Et si l'associé de Thomas découvre l'argent que j'ai emprunté sur le compte de l'entreprise ? J'ai mis ma main sur ma bouche pour ne pas crier. Elle avait volé de l'argent dans l'entreprise de Thomas. C'était de l'abus de biens sociaux. C'est un délit grave. C'est quand on utilise l'argent de l'entreprise pour ses dépenses personnelles.
C'est pourquoi nous devons accélérer, dit Thomas. Maman doit vendre cette maison. Si elle ne le fait pas volontairement, nous devrons l'encourager. Quel genre d'encouragement ? Demanda Magali. Il y eut une pause. Quand Thomas parla, sa voix était froide. Le genre qui lui fait comprendre qu'elle n'a pas d'autre choix. Je suis partie les mains tremblantes. Mon fils, le garçon que j'avais élevé, prévoyait de me manipuler pour que je vende ma maison. Pas pour mon bien-être, mais pour payer leurs décisions imprudentes. Cette nuit-là, j'ai compris. Si je voulais me protéger, je devais être plus maligne qu'eux. Le lendemain matin, j'ai appelé une société de sécurité. J'ai fait installer des caméras dans toute la maison. Des caméras discrètes qui enregistreraient tout. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer des choses. Mon courrier était ouvert. Des appels anonymes au milieu de la nuit. Une guerre psychologique, conçue pour me faire sentir en danger. L'escalade a commencé en novembre. Je suis rentrée des courses et j'ai trouvé ma porte arrière ouverte. Je savais que je l'avais verrouillée. Rien n'avait été volé. Mais des choses avaient été déplacées, juste assez pour me faire savoir que quelqu'un était entré. Ils essayaient de me faire croire que je perdais la tête, que j'étais trop vieille pour vivre seule. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque incident était enregistré. En décembre, j'avais des heures de vidéo. La voiture de Thomas garée devant chez moi, à des heures étranges. Mercier testant mes portes et fenêtres. Mais l'enregistrement qui a tout changé date de janvier. Il pensait que j'étais en Floride. Les caméras ont capturé Thomas et Magali, entrant avec une clé que je ne savais pas qu'ils avaient. « Cet endroit me donne la chair de poule, » dit Magali. « C'est un musée. Une fois qu'on aura mis la main dessus, on pourra tout raser, » répondit Thomas. Mercier connaît un entrepreneur qui peut la retaper en 3 mois. On dégagera 800 000 € après les travaux. À un moment donné, Magali a pris la photo de mon mariage avec Philippe. « Regarde cette antiquité, » dit-elle en riant. « On la garde ou on la jette avec le reste des vieilleries. »« Jette-la, » dit Thomas sans hésiter. « Je veux repartir à zéro quand cet endroit sera à nous. Aucun souvenir du passé. » Ce fut le moment décisif. Ils n'allaient pas seulement prendre ma maison. Ils allaient détruire toute trace de la vie que j'avais construite. Le lendemain, j'ai commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Pas parce que j'abandonnais, mais parce que je passais à l'offensive. J'ai trouvé un charmant étroit en centre-ville près du parc. J'ai engagé des déménageurs. J'ai déplacé tous mes biens de valeur, les vraies photos, les papiers de Philippe, les bijoux de ma mère. Dans la maison, j'ai laissé des meubles qui avaient l'air précieux, mais qui ne l'étaient pas. Des photos qui n'étaient que des copies. Pour un observateur extérieur, il semblerait que je vivais toujours là. J'ai également mis à niveau mon système de sécurité. Des caméras qui transmettaient les images directement sur un service de stockage en ligne, le cloud. Ils ne pourraient pas y accéder, même en détruisant les caméras. En février, j'étais installée. Je continuais à visiter la maison régulièrement pour entretenir l'illusion. J'étais prête. L'escalade est venue début mars, juste après leur ultimatum de 250 000 €. Quand j'ai refusé, j'ai vu la panique dans leurs yeux. Je savais qu'ils préparaient quelque chose de gros. Ce mardi matin-là, quand j'ai eu mon rendez-vous chez le docteur Lavigne, je me suis assurée que Thomas et Magali le sachent. J'ai appelé Thomas. J'ai laissé un message vocal mentionnant négligemment que je serais absente toute la journée. Je voulais qu'ils pensent avoir l'opportunité parfaite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais installé des caméras supplémentaires la nuit précédente. J'avais aussi contacté un détective privé, M. Bernard, un ancien gendarme. Quand je suis partie pour mon rendez-vous ce matin-là,
Monsieur Bernard était déjà en position de l'autre côté de la rue, avec du matériel vidéo professionnel. Je savais ce qu'ils allaient faire à ma maison. Je comptais dessus. Les gendarmes sont arrivés rapidement. Le lieutenant Vasseur fut la première à entrer. Une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant. « Madame, êtes-vous blessée ?»« Non, je vais bien, » répondis-je. Je n'étais pas là, j'étais chez le médecin. Un jeune gendarme prenait déjà des photos. C'est énorme. Celui qui a fait ça ne voulait pas seulement vous voler. Il voulait vous faire du mal. Avez-vous une idée de qui aurait pu faire ça? Demanda le lieutenant Vasseur. J'ai pris une profonde inspiration. C'était mon fils Thomas. Et au moins 3 autres hommes. Mes voisins les ont vus. Les 2 officiers ont échangé un regard. Les affaires familiales sont toujours compliquées. Madame, c'est une accusation grave. En êtes-vous sûre? Absolument certaine, répondis-je. Et j'ai des preuves. Je les ai conduits au placard sous l'escalier. J'y avais caché l'unité d'enregistrement principale. Les caméras de la maison avaient été détruites comme je le savais. Mais l'unité centrale était cachée. Ce système enregistre tout depuis 6 mois, expliquai-je. Il télécharge aussi tout automatiquement sur le cloud. L'officier haussa les sourcils. Vous enregistrez depuis 6 mois, pourquoi? Parce que je savais que cela allait arriver. Pendant 1 heure, je leur ai tout montré. Les vidéos de Thomas et Magali entrant sans permission en janvier. Les enregistrements de Mercier et ses complices étudiant ma propriété. L'audio de leur conversation, où ils discutaient de la manière de me motiver à vendre. La campagne de harcèlement, mais la pièce de résistance fut la vidéo de ce matin, capturée par Monsieur Bernard. Une vidéo haute définition de Thomas, dirigeant 3 hommes avec des masses, alors qu'il détruisait méthodiquement ma maison. Un son clair où on l'entendait dire « Assurez-vous de tout casser. Je veux qu'elle sache qu'elle n'a plus le choix maintenant. » Le lieutenant Vasseur regardait stupéfaite. « Madame, c'est l'une des affaires de vandalisme domestique les mieux documentées que j'ai jamais vues. Votre fils et ses associés ont commis de multiples crimes, et nous avons tout sur bande. »« Il y a plus, » dis-je, doucement. J'ai sorti un dossier épais de mon sac à main. Des dossiers financiers prouvant que Magali a détourné plus de 75 000 € de l'entreprise de mon fils. Des relevés bancaires prouvant qu'ils ont imité ma signature sur des demandes de crédit. Des relevés téléphoniques documentant des centaines d'appels de harcèlement. Le jeune gendarme était sidéré. « Comment avez-vous obtenu tout ça? » J'ai engagé un détective privé il y a 3 mois. Monsieur Bernard. C'est lui qui a filmé l'incident d'aujourd'hui. Les 2 officiers sont sortis pour appeler des renforts. Quand ils sont revenus, le lieutenant Vasseur tenait une tablette. « Madame, nous avons vérifié les noms. Thomas ne s'est pas présenté à une convocation au tribunal pour une affaire de coups et blessures. Magali est corrigée pour escroquerie dans 2 autres départements. Et ce Mercier a un casier judiciaire long de 15 ans. Je n'étais pas surprise. Nous aurons besoin de votre déposition officielle à la brigade, continua-t-elle. Et nous aurons besoin de copies de toutes ces preuves. Monsieur Bernard devrait être là d'1 minute à l'autre, dis-je. Au même moment, on frappa à ma porte cassée. Monsieur Bernard entra. « Officier, » dit-il. « Je suppose que madame vous a expliqué ce que nous documentons. »« Elle l'a fait, » répondit Vasseur. « Il nous faut les copies de tout ce que vous avez filmé aujourd'hui. »« Je peux vous transférer les fichiers maintenant, » dit Bernard. « C'est assez accablant. » Mon téléphone sonna. C'était Thomas. J'ai regardé le lieutenant Vasseur.
Elle a hoché la tête. Répondez. Mettez le haut-parleur. Allô, Thomas, dis-je calmement. Maman, j'ai entendu dire que les gendarmes étaient chez toi. Tu vas bien, que s'est-il passé? Sa voix était pleine d'une fausse inquiétude. Le lieutenant Vasseur enregistrait l'appel. Quelqu'un est entré chez moi aujourd'hui et a tout détruit, répondis-je. Oh mon Dieu, c'est terrible. Ils savent qui c'est. En fait, les voisins ont tout vu. Ils t'ont identifié, Thomas. Ils t'ont vu, toi, et 3 autres hommes, avec des masses. Il y eut un long silence. Quand Thomas parla à nouveau, sa voix avait changé. La fureur remplaçait l'inquiétude. Tu as appelé les flics contre moi, ton propre fils. Tu as détruit ma maison, répondis-je simplement. J'essayais de t'aider, tu es trop vieille pour vivre seule dans cette maison. C'était pour ton bien. 60 000 € de dégâts. Pour mon bien. Tu sais quoi, maman? Peut-être que maintenant tu vas écouter la raison. Peut-être que maintenant tu feras ce qui est juste pour la famille, au lieu d'être si égoïste. Qu'attends-tu de moi, Thomas? Tu sais exactement ce que tu dois faire. Vends la maison. Donne-nous l'argent. Arrête d'être si têtu. Et si je ne le fais pas, la voix de Thomas devint glaciale. Alors ce qui s'est passé aujourd'hui ne sera rien comparé à ce qui va suivre. Je sais où tu vas. Je connais tes habitudes. Je sais comment te rendre la vie très très difficile. Est-ce une menace, Thomas? C'est une promesse. Le lieutenant Vasseur a mis fin à l'enregistrement. Madame, votre fils vient d'avouer un crime et de vous menacer de violences futures. Tout cela pendant que nous enregistrions. Je n'ai jamais vu quelqu'un nous livrer une affaire aussi proprement emballée. Monsieur Bernard ferma son ordinateur. Les images que j'ai capturées montrent une préméditation évidente. Ce n'est pas un crime passionnel, c'est une attaque calculée. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Maintenant, nous les arrêtons, dit Vasseur. Tous. Et j'attends. Et au vu des preuves, ils risquent de la prison ferme. En quelques minutes, ma rue tranquille fut remplie de véhicules de gendarmerie. Leurs lumières bleues se reflétaient sur les fenêtres de ma maison détruite. Mais pour moi, ces lumières ne représentaient pas une tragédie. Elles représentaient quelque chose que j'attendais depuis 5 ans. La justice. Ils avaient passé des années à me détruire, à m'effacer. Ils avaient supposé que parce que j'étais plus âgée, parce que j'étais seule, je serais leur victime pour toujours. Ils avaient fait l'erreur de confondre la gentillesse avec la faiblesse, le silencer avec la stupidité. Ce soir, ils allaient apprendre la différence. 8 mois plus tard, j'étais assise sur le balcon de mon nouvel appartement. Je regardais le coucher de soleil. Dans mes mains, il y avait une lettre que j'attendais. Une correspondance du centre de détention où Thomas purgeait sa peine. Je l'ai posée sans l'ouvrir. Les procès avaient été rapides. Thomas a pris 3 ans de prison ferme pour vandalisme aggravé, abus de faiblesse et complot. Magali a pris 2 ans ferme pour abus de biens sociaux. Escroquerie. Mercier et ses complices ont reçu diverses peines. L'assurance a été généreuse. 80 000 €, plus que suffisant pour couvrir les dégâts réels. J'ai décidé de ne pas réparer la maison. Je l'ai vendue en l'état à un jeune couple. Ils étaient ravis de la rénover. Cela me semblait juste. Mon appartement était devenu un sanctuaire. Pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartenait entièrement. J'ai aussi découvert que je n'étais pas aussi seule que je le pensais. Le lendemain de l'arrestation, Madame Dubois avait frappé à ma porte avec un plat cuisiné.
Eliane, j'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Nous savions tous que quelque chose n'allait pas. J'ai renoué avec de vieux amis. Ma sœur Claire en Bretagne. Mon amie d'enfance Patricia. Mon téléphone sonnait avec des invitations, pas des exigences. J'avais oublié ce que c'était que d'être désiré plutôt qu'utilisé. La relation la plus surprenante fut avec Chloé et Léo, mes petits-enfants. 3 mois après les procès, j'ai reçu un appel de la conseillère d'orientation de l'école de Chloé. Thomas m'avait mise comme contact d'urgence et avait oublié de retirer mon nom. Les enfants avaient été placés en famille d'accueil après l'incarcération de leurs parents. « Madame, dit la conseillère, Chloé parle de vous. Elle dit que vous lui achetiez des livres. Elle est confuse. Elle ne comprend pas pourquoi vous n'êtes jamais venu la voir. » Oh. Cette conversation a mené à des visites supervisées, puis peu à peu à des week-ends non supervisés. Les enfants étaient en colère au début, mais ils ont commencé à s'ouvrir. Chloé a admis que je lui avais manqué. Elle n'avait jamais compris pourquoi ses parents lui disaient que je ne voulais plus la voir. Je ne leur ai pas menti. Vos parents ont pris de très mauvaises décisions, leur ai-je dit simplement. Parfois, les adultes font des choses qui blessent que les autres. Et quand cela arrive, il y a des conséquences. Chloé, sage pour ses 9 ans, a posé la question que je redoutais. « Est-ce que c'est vrai que papa a fait du mal à ta maison ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Oui, ma chérie, il l'a fait. » Pourquoi ? Parce qu'il voulait quelque chose de moi. Et quand j'ai dit non, il s'est mis en colère et a essayé de me forcer à changer d'avis. Chloé resta silencieuse. Finalement, elle dit « Ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens qu'on aime. » « Non, approuvai-je. Ce n'est pas comme ça. Ces conversations étaient difficiles, mais elles nous guérissaient. La famille d'accueil était formidable. Ils soutenaient ma relation avec les enfants. Pour les 10 ans de Chloé, j'étais là quand elle a soufflé ses bougies. La photo prise ce jour-là montrait un sourire sincère sur son visage et la paix dans mes propres yeux. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé à voyager. La lettre de Thomas est restée sur ma table pendant 3 jours avant que je ne l'ouvre. Elle était courte. « Maman, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Mais je voulais te dire que je suis désolée. Pas seulement parce que je me suis fait prendre, mais parce que je t'ai fait du mal. Je ne sais pas quand j'ai arrêté de te voir comme ma mère et que j'ai commencé à te voir comme un obstacle. Je sais que dire pardon ne répare rien, mais j'ai besoin que tu saches que je me souviens. Je me souviens que tu m'apprenais le piano. Le gamin qui t'aimait est toujours là quelque part. Même si l'homme que je suis devenu a oublié comment le montrer. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai pliée et l'ai mise dans ma boîte à bijoux. Pas parce que j'étais prête à pardonner, mais parce que c'était une fin. C'était la première chose honnête qu'il me disait depuis des années. 1 an jour pour jour après la destruction de ma maison, j'étais assise dans mon lopin de terre au jardin partagé. J'avais les mains dans la terre. Le soleil était chaud sur mon visage. Madame Dubois m'a retrouvée là. « Vous avez l'air contente, » remarqua-t-elle. « Je le suis, » répondis-je. Pendant des années, je m'étais définie par mes relations. En tant que fille, épouse, mère, j'avais tiré ma valeur de ma capacité à servir les autres. Mais au cours de la dernière année, j'avais découvert quelque chose de révolutionnaire. J'étais suffisante, par moi-même. Ma valeur ne dépendait pas de Thomas ou de Magali. J'étais assez, parce que j'avais survécu. J'étais assez, parce que j'avais appris à m'aimer avec la même protection féroce que j'avais autrefois réservée aux autres.
Assise dans mon jardin entourée de nouvelles pousses, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu. La liberté complète. J'étais enfin joyeusement libre d'être exactement qui j'étais censée être. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Commentez votre ressenti ci-dessous.